Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai choc des titans. L'intelligence artificielle classique qui adore dévorer des tonnes de données face aux lois hyper rigides de la physique. D'un côté, on a des algorithmes capables de mémoriser des millions d'informations, un peu comme quelqu'un qui apprendrait un dictionnaire par cœur sans vraiment comprendre la langue en fait. Et de l'autre, on a les équations pures et dures qui régissent tout notre univers. Alors comment on fait dialoguer ces demandes? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui avec les pins, les fameux réseaux de neurones informés par la physique. La vraie question, au fond, c'est est-ce qu'un réseau de neurones peut réellement respecter les lois de la physique? L'IA classique, on sait qu'elle est géniale pour relier des points, faire des régressions et trouver des modèles cachés dans un océan de données. Mais le problème, c'est qu'elle a tendance à rater complètement la réalité fondamentale derrière ces données. Un réseau classique, il ne sait pas que la gravité existe, par exemple. Il ne sait pas qu'une poutre en acier a une certaine résistance limite. Il se contente juste de deviner. Du coup, voici notre plan d'attaque pour cette analyse. On va commencer par les limites de l'IA classique, ensuite on verra le concept des pins, puis on plongera dans la fonction coût, on fera un petit match entre les pins et la méthode des éléments finis, on abordera les fameux problèmes inverses et on finira avec notre verdict. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, les limites de l'IA classique. En fait, dans un problème de régression classique en machine learning, le réseau se contente d'apprendre une belle courbe pour relier un point A à un point B en minimisant au maximum les erreurs de données. Sauf que la physique, ça ne se résume absolument pas à relier des points. La physique obéit à des lois super strictes où un opérateur fondamental doit toujours s'équilibrer, et ce, à zéro. L'IA classique, elle, mémorise parfaitement les points d'une expérience, mais elle est totalement aveugle à ce qui se passe dans l'espace vide entre ces mêmes points. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on demande à une IA classique d'analyser ou même de concevoir un pont. Elle pourrait très bien générer un champ de déformation qui a l'air visuellement parfait, mathématiquement ultra lisse. Mais dans la réalité physique, ce serait une catastrophe absolue. Comme elle ignore totalement l'équilibre mécanique, elle va créer des contraintes internes complètement déséquilibrées. Elle va zapper les conditions limites, comme le fait que le pont est solidement ancré dans le sol. Bref, le résultat serait une extrapolation super dangereuse. Dans le monde réel, un pont conçu comme ça s'effondrerait dans la seconde. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, le concept même des pins. Alors, comment on fait pour forcer cette intelligence artificielle à lire et respecter le grand livre des règles de l'univers? La sauce secrète, c'est ce qu'on appelle la différenciation automatique. En physique, on passe notre temps à calculer des dérivés, comment les choses évoluent dans le temps, la vitesse, la diffusion, les contraintes. Eh bien, au lieu d'utiliser de vieux maillages hyper lourds, les outils d'IA modernes peuvent calculer ces dérivés de manière exacte. Ils le font directement à l'intérieur de leur cerveau artificiel via leur graphe de calcul. C'est vraiment la clé technologique qui rend les PINS possibles. Et l'idée centrale d'un PIN est franchement brillante. Le réseau ne cherche plus seulement à deviner et à s'approcher des données réelles. Non, on lui impose une condition stricte. Il doit s'assurer en même temps que l'opérateur physique donne un résultat parfaitement égal à zéro. En gros, on lui dit « apprends à coller aux mesures de l'expérience, mais garantis-nous qu'à chaque microseconde, les lois de la physique ne sont jamais, au grand jamais, violées ». Alors, comment ça marche concrètement sous le capot? C'est notre troisième partie, la fonction coût expliquée. Faut imaginer la perte totale, la fameuse loss, comme un jeu vidéo, où le réseau doit éviter à tout prix d'accumuler des points de pénalité. Il a 4 grosses jauges à surveiller. 1. La perte des données. S'il ignore une mesure réelle connue, bam, pénalité. 2. La perte physique. S'il viole une équation différentielle, rebam, pénalité. 3. La perte aux limites. S'il déborde des bords géométriques de notre objet, pénalité. Et 4. La perte initiale. S'il se trompe bêtement sur l'état de départ du système. Le réseau va donc s'entraîner en boucle avec une seule obsession, réduire ces 4 erreurs à zéro, tout en même temps. Mais attention, et cette citation tirée de nos sources est absolument cruciale. Un mauvais équilibrage peut faire échouer l'apprentissage. Les petits symboles lambda que l'on manipule dans l'équation, ce sont les poids, l'importance qu'on donne à chaque pénalité. Si on donne beaucoup trop d'importance aux données expérimentales et presque rien à la physique, patatras, le réseau redevient une simple IA classique complètement aveugle. Trouver cet équilibre parfait, c'est vraiment décisif pour que la magie opère. Quatrième partie, le grand match. Les pins face à la MEF, la fameuse méthode des éléments finis. Là, on a vraiment affaire à deux fondations mathématiques radicalement différentes. La MEF, la méthode traditionnelle, elle va découper la réalité avec un maillage physique, ce qui est très souvent lourd et complexe. C'est du solide, c'est robuste et éprouvé depuis des décennies. Le PIN, de son côté, s'en fiche complètement du maillage. Il s'en affranchit totalement. Il va juste utiliser des points de colocation qu'on peut imaginer comme une multitude de petits capteurs virtuels disséminés dans l'espace, et il s'appuie uniquement sur l'optimisation de sa fonction coût. Mais il faut bien séparer les territoires. La MEF, ça reste le champion du monde incontesté pour les problèmes directs classiques, quand on connaît déjà parfaitement la géométrie, le matériau et toutes les conditions.
Les Paynens, eux, ne sont pas là pour voler ce titre. Ce sont plutôt nos détectives privés spécialisés. Leur vrai terrain de jeu, c'est l'inconnu. C'est quand il nous manque des données cruciales. Et justement, parlons-en de ces données manquantes. 5e partie, la résolution des problèmes inverses. Dans le monde réel, sur le terrain, on n'a presque jamais toutes les cartes en main. Un problème direct, bon, c'est confortable. On connaît le matériau de A à Z et on prédit juste sa réaction. Mais un problème inverse, c'est le vrai casse-tête quotidien des ingénieurs. On a seulement quelques capteurs, des petites bribes d'informations, mais on ignore complètement les propriétés internes du matériau. Et c'est exactement là que le PIN devient prodigieux. Il est capable de deviner la solution globale tout en déduisant le paramètre qui manquait. Et ça de manière complètement simultanée. C'est fou, non ? Franchement, ça donne littéralement des super pouvoirs en ingénierie et en mécanique des matériaux. Les pins permettent de découvrir les secrets internes d'une pièce, comme son élasticité ou sa rigidité, juste à partir d'expériences incomplètes. On peut par exemple reconstruire toutes les déformations d'une structure complexe, alors qu'on avait posé seulement 3 malheureux capteurs dessus. En fait, on force les quelques miettes de données réelles à fusionner avec la puissance des équations mathématiques pour recréer la réalité à 100%. C'est bluffant, c'est clair. Mais gardons les pieds sur terre. 6e et dernière partie, le verdict. Un outil puissant, mais faillible. Pour être parfaitement objectif dans cette analyse, il faut bien regarder où ça coince. Ce n'est pas une solution magique qui marche à tous les coups. Les PAIN paniquent assez vite face à des équations trop instables ou très non linéaires. Si la géométrie est trop tordue ou s'il y a des chocs brutaux, des discontinuités, le réseau se perd. Il n'arrive tout simplement plus à équilibrer ces fameuses jauges de pénalité dont on parlait tout à l'heure. Et ne parlons même pas des problèmes à échelle multiple qui restent un défi colossal. Ce sont vraiment les maladies de jeunesse d'une technologie en plein développement. C'est pour ça que cette conclusion est géniale. Elle remet vraiment les choses en perspective. Il faut voir les pins comme un outil complémentaire, pas comme un remplacement universel des éléments finis. L'avenir, ce n'est pas l'un ou l'autre. La vraie clé, c'est l'hybridation. C'est marier la robustesse ultra éprouvée de la méthode classique avec la souplesse incroyable de l'intelligence artificielle. Ce qui nous amène à cette dernière réflexion. Face à une IA qui commence à comprendre les lois fondamentales de notre univers, est-ce que les pins vont finir par remplacer les ingénieurs ? Ou vont-ils simplement devenir leurs meilleurs alliés ? Une chose est sûre, ces algorithmes ne vont pas effacer le savoir-faire humain de sitôt. Mais en réussissant à résoudre ce qui semblait insoluble et à rendre l'invisible enfin visible, ils sont en passe de redessiner l'ingénierie de demain. C'est une révolution discrète, très mathématique, mais son impact dans notre monde physique ne fait que commencer. Merci infiniment d'avoir suivi cette